Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à vous aujourd'hui dans des circonstances qui sont très difficiles pour moi depuis l'appartement parisien de mon fils, puisque sa, sa maman est malheureusement décédée ce vendredi. Que j'étais déjà monté à Paris en prévision de circonstances compliquées, et qu'en conséquence de quoi cela chamboule un peu, bien évidemment, l'organisation matérielle de ce que j'avais prévu de faire avec vous, et notamment pour les M1, la réunion Zoom de mardi, qui n'aura pas lieu, que je vais décaler. Soit on peut trouver une date en fin de semaine, samedi après-midi par exemple, ou dimanche matin, même si cela m'enquiquine de vous demander de travailler dimanche ou samedi, mais bon, nécessité fait peut-être loi, sinon on repoussera à mardi prochain, mais bon, ça va décaler un peu trop, ça ne vous donnera qu'une semaine pour la prochaine thématique. Et deuxièmement, idem pour les L2, parce que, après tout, sur cette partie du programme, autant faire des vidéos communes qui sont jusqu'à la compréhension des réformes de la libération, puisque vos programmes divergent à partir de là. On rentrera dans la spécificité des deux niveaux, mais là, pour les généralités, c'est dans une zone, je dirais, de convergence possible. Et donc, je vais mettre en ligne deux autres vidéos avant d'aborder en fin de semaine les vidéos sur les réformes de la libération qui constitueront le fond de votre réflexion. Je voudrais quand même mettre en ligne deux autres vidéos pour préciser cette affaire de l'influence entre le général de Gaulle et la résistance à la libération, parce que ça surdétermine le reste. La vision classique, je crois que vous l'aurez compris, et que vous aurez aussi compris que je la bats en brèche. La vision classique, elle est résumée par ce qu'on trouve par exemple sur le site officiel de la Fondation Charles de Gaulle, pour laquelle j'ai vraiment éminemment de respect comme outil au service des chercheurs, comme la Fondation Jean Jaurès, etc. Mais sa vision classique est une vision un petit peu irénique. Elle sous-tend l'idée que De Gaulle était évidemment le chef de la résistance, depuis mes vidéos sur l'attitude de Gaulle à Paris le 25 et le 26 août 1944, sur la question ou pas de la nécessité de proclamer la République à partir du moment où celle-ci avait été bel et bien assassinée à la suite des journées initiées par le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. À la suite du modèle de fiche de lecture que je vous ai donné, alors évidemment à la SERP, sur le livre de Daniel Cordier, Jean Moulin ou La République des catacombes. Vous aurez compris que je bats en brèche cette vision parce que
cette histoire-là des relations entre De Gaulle et la résistance est tout sauf un long fleuve tranquille, et c'est un conflit permanent au terme duquel, quelle que soit la façon d'analyser les tenants et aboutissants de ce conflit, l'on est obligé de reconnaître que c'est la voix de l'homme d'État qui a été privilégiée par le général de Gaulle, et qui en ce sens-là a su comprendre que les nouvelles conditions de la guerre, à compter du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, impliquaient que pour que la France ait une voie autonome et indépendante à la libération, tout le temps très relatif évidemment, il convenait que le général de Gaulle soit d'abord reconnu comme chef incontesté de la résistance par les divers mouvements et groupes qui résistaient aux Allemands, aux nazis. Et résister aux nazis, c'est pas significativement forcément la même chose que résister à Vichy. Et il y aura quelques nuances à essayer après. Alors, la vision irénique et classique, elle est simple. De Gaulle, parce qu'il assume le nom du 18 juin 1940, le général de Gaulle est le chef de la résistance. Il envoie, pour se rendre compte des initiatives qui se déroulent dans la France occupée, des émissaires, des représentants dès 1941, et surtout à l'automne 1941, un préfet, Jean Moulin, vient le voir à Londres, après être passé par le Portugal, et avoir été d'ailleurs très sérieusement interrogé par les services britanniques. Qu'est-ce que c'est que ce préfet? Il présente à De Gaulle un rapport sur l'organisation de la résistance en métropole. Il a fait une enquête en tant que représentant de l'administration, donc ayant des réflexes de travail, étant homme de réseau, ancien du cabinet Pierre Cotte, ministre de l'air du Front populaire. Il fait un état et il en conclut auprès du général de Gaulle en présentant son rapport que tout ça mérite d'être coordonné à tout le moins. Et donc, un échange de quoi De Gaulle le charge d'une mission d'union et de ralliement des mouvements de résistance en zone sud. Et parallèlement, De Gaulle est convaincu par Jean Moulin d'avoir à rassurer sur ses intentions les représentants de la résistance, et notamment sur sa volonté démocratique, son inscription dans la tradition républicaine et un projet de réforme économique et sociale pour assurer la reconstruction du pays le jour venu. C'est la déclaration, terme de laquelle, dont déclaration de la France libre au mouvement de résistance, et qui va aller de pair en juillet 1942 avec la transformation de la France libre en France combattante. La dénomination est importante dans le sens où ça montre que De Gaulle, pour être reconnu par les Alliés à ce moment-là, privilégie la voie de l'aide militaire que la résistance française, le fait, pour reprendre la belle formule d'André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en décembre 1964, le fait qu'ils voulaient cesser d'être des Français résistants et devenir la résistance française, c'est du Malraux, c'est tout le génie de Malraux.
Euh, il fallait que la France apparaisse en continuant avec à l'intérieur, mais aussi auprès des Alliés à Londres, un minimum de capacité militaire, et c'est de son poids combattant que découlerait sa reconnaissance. C'est ce qu'on appelle privilégier le militaire. Même si, difficulté, pas de bêtises là-dessus, je vous en prie, ça ne signifie pas le choix immédiat d'une action militaire en France, laquelle pourrait conduire à des résultats extrêmement dommageables et difficiles à analyser, n'est-ce pas, et en tout cas particulièrement sanglants. C'est la coordination du rôle militaire potentiel avec. Donc c'était le choix militaire qui primait. Euh, les circonstances font que donc, dans cette présentation irénique de la doxa traditionnelle que, que l'on fait, qu'en janvier 1943, les efforts de Jean Moulin aboutissent à la création, par la fusion des trois mouvements combat, libération, front-tireur. Donc, les combats Henri Freinet, franc-tireur Jean-Pierre Lévy, libération. Donc, tout ça s'unifie dans les mouvements unis de la résistance, tandis que parallèlement, et j'aime beaucoup l'art de la lithode que l'on utilise sur cette période-là, en zone nord, le colonel Passy, chef du bureau central des renseignements de la France libre, devenue la France combattante, qui deviendra ensuite le Comité français de libération nationale, puis le gouvernement provisoire de la République française, et Pierre Brossolette, aboutissent parallèlement aux efforts de Jean Moulin, mais sans rien dire à la fois du fait que Brossolette a manifestement refusé l'autorité de Jean Moulin, que donc le général de Gaulle lui avait imposée, et qu'il a outrepassé un certain nombre de choses et commis un certain nombre d'imprudences, de même qu'Henri Freinet, mais ça, nous en parlerons. Euh, donc, en parallèle, grâce au colonel Passy et à Pierre Brossolette, en mars 1943, donc quelques mois après, et on est dans une période où les mois valent parfois des années dans la clandestinité, les 5 principaux mouvements de résistance de zones occupées s'unifient. Et donc, à la suite de ce double mouvement, les mouvements unis de résistance grâce à Jean Moulin et l'unification avec un rôle central de l'organisation civile et militaire du colonel Tounet en zone nord, tout cela permettrait, le 27 mai 1943, la création du Conseil de la Résistance qui regroupe syndicats, partis politiques et mouvements de résistance sous l'autorité reconnue du général de Gaulle. Et à partir de cette unification que symbolise le Conseil de la Résistance, une portée politique majeure, c'est grâce à cette reconnaissance de la résistance unie en France, le général de Gaulle s'impose comme tout simplement le chef de file incontesté de la résistance et de la France à construire à la libération auprès des Alliés, notamment dans le conflit Giraud-de Gaulle. Et le témoignage de cela, ce serait la direction d'une forme de direction bicéphale, de Gaulle, chef politique, Giraud, général Giraud, chef militaire de ces forces françaises,
le, le militaire étant évidemment soumis aux politiques. Et donc, bien évidemment, vous comprendrez aisément que l'enjeu à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce qui prime, c'est asseoir l'autorité du général de Gaulle, soit devenu un enjeu politique. Continuons dans la vision et que de Gaulle avait confié à Jean Moulin d'asseoir, non seulement par le Conseil de la Résistance, mais également par la création de ce qu'on appelait une armée secrète confiée à la demande de Jean Moulin, qui avait suggéré le choix au général de Gaulle. Et c'est vous dire l'influence de Moulin sur de Gaulle, puisque de Gaulle avait évidemment validé ce choix au général de Lestrin. Après l'arrestation de Delestrin, qui entraîne directement celle de Jean Moulin, le 21 juin 1943 à Caluire, les successeurs de Jean Moulin, le fait que l'armée secrète soit progressivement placée sous le contrôle du Conseil de la Résistance et non pas toujours sous celle de la France combattante, l'adoption du programme du Conseil national de la résistance, que vous connaissez toutes et tous, puisque, comme je vous l'ai mis en ligne, je présuppose que vous l'avez toutes et tous lu, analysé et complété. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo à travers ce texte sur comment on fait une explication de documents. Ça ne peut pas entièrement inutile pour votre formation intellectuelle. Et ça va ralourdir dans des circonstances qui ne sont pas très faciles pour moi en ce moment. Mais pourquoi pas. Bon, voilà ce programme adopté dans la meilleure des coordinations et dans un monde où tout le monde travaille à une cause commune. Les armées de la libération de la France combattante collaboreraient avec l'action militaire efficace de la résistance intérieure à la libération de la France. Et dans un grand mouvement d'unité nationale, le général de Gaulle s'imposerait à Paris en août, enfin les 25 et 26 août 1944. Bon, et évidemment, l'œuvre économique et sociale de la libération, la sécurité sociale, les nationalisations, etc., enfin, toutes ces réformes importantes, la libération décisive se ferait en harmonie dans l'application directe du programme du Conseil national de la résistance sous l'autorité du général de Gaulle. Bon, voilà cette vision un peu irénique, classique, mais qui, vous me rendrez cette justice, peu ou prou correspond à la doxa que vous trouvez dans tous les manuels scolaires, dans les discours officiels, etc. Moi, je voudrais quand même, encore une fois, vous direz que je suis obsédé. Si je suis obsédé, c'est que j'ai des raisons et que, d'abord, outre l'argument d'autorité que c'est moi qui décide, bon, après tout, c'est pas très intelligent, mais enfin, ça rappelle un rapport de force entre nous. Non, mais beaucoup plus sérieusement, je crois que c'est-à-dire, soit on vous demande de réfléchir, soit on vous demande d'apprendre. Et moi, ma voie, c'est de vous apprendre à réfléchir. Et de ne jamais tenir pour acquises des certitudes que l'on veut vous imposer. Je préfère quelqu'un qui se trompe en réfléchissant à quelqu'un qui fait semblant d'avoir compris en recrachant quelque chose qu'il n'a manifestement pas compris. Et c'est en ce sens-là que je dois être un très mauvais enseignant, parce que les étudiants, ils ont besoin de certitude, n'est-ce pas? Bon, voilà. C'est pas tout à fait comme ça, en
ne peut pas réduire les choses comme ça. Je veux dire, l'idée importante, c'est que la résistance intérieure a servi au général de Gaulle à avoir son autorité reconnue. Et ça, c'est pas une question anecdotique, c'est une question politique fondamentale. Les Alliés à la libération ne voulaient pas libérer la France, ils n'avaient rien à cirer de libérer la France. Ils voulaient une base en Europe occidentale pour continuer la guerre contre l'Allemagne. Ils ne prévoyaient d'ailleurs pas de faire des objectifs de la libération nationale des objectifs stratégiques, puisqu'ils voulaient foncer le plus haut, le plus vite possible vers la Belgique, la Hollande, la Ruhr, etc. Ils étaient beaucoup plus intéressés par certains aspects dans une course de vitesse avec l'Union soviétique, qui depuis Stalingrad, n'est-ce pas, puis en passant par Kursk, s'était lancé dans une offensive ininterrompue, et pour un certain nombre de généraux alliés, notamment américains, notamment le général Patton, Hitler était une saloperie intégrale, certes, mais Staline ne valait guère mieux. Donc, il y avait déjà, ça pouvait être parfois lourd d'arrière-pensée. Hein. Là-dessus, j'ai déjà signalé, je crois, je ne sais plus si dans la fiche de lecture sur Daniel Cordier ou à une autre occasion, le conflit sur l'utilisation militaire, qui a conduit d'ailleurs à de grands massacres des forces de la résistance immédiatement après le débarquement, au lieu de les centrer sur des objectifs stratégiques. Quand je parle de massacre, je ne parle même pas d'Oradour-sur-Glane, où la division d'Asreich massacre un village entier. Division d'Asreich composée d'ailleurs de soldats alsaciens. Je vous demande de ne pas oublier ce fait. Là-dessus, merci. Il aura son importance et j'aurai l'occasion très probablement d'y revenir. Je pourrais évoquer le massacre de Rimont en Ariège, toujours par des troupes de division d'Asreich, des troupes de territoire de l'Union soviétique n'ayant pas supporté la domination des Russes et de la révolution russe, donc qui ont collaboré sur le front de l'Est avec les nazis et qui ont été rapatriés ensuite dans le sud-ouest de la France. Je pourrais évoquer les massacres de Tulle. Non, c'est pas à cela que je fais allusion. Je fais allusion à l'ordre donné aux forces de la résistance de se lancer quasi généralement dans une insurrection sans coordination avec évidemment les nécessités du combat découlant du débarquement de Normandie et conduisant parfois à des pertes inutiles parce que la résistance, il faut bien savoir que c'est une mitrailleuse pour 10 ou 15 personnes, que c'est un fusil pour 4 ou 5 personnes, voilà, et que autant par des actes ciblés de guerre de guérilla, de destruction de ponts, de voies de chemin de fer, de lignes de communication, ça peut contribuer à désorganiser très sérieusement la contre-offensive allemande et à empêcher que les troupes allemandes ne reviennent vers la Normandie dès lors que les Allemands ont enfin compris que la Normandie c'était le débarquement et pas une opération de diversion. Parce que pendant quelques jours, il y a eu cette forme d'ambiguïté et que très probablement que si les Allemands avaient mobilisé notamment leur division Panzer de réserve, la bataille de Normandie, qui a été un véritable Stalingrad normand. Autant il y a pas, la libération est allée vite ailleurs, etc. Autant en Normandie, c'est un véritable Stalingrad normand, plus énorme, une bataille terrible qui s'est jouée. Donc cette résistance qui se lance à la demande des Alliés qui leur donnent l'ordre et dans des opérations un petit peu tendues et voire irresponsables, ça pose évidemment d'énormes difficultés
d'analyse. J'ajoute que les Alliés avaient prévu d'installer une administration de territoire occupé, qu'ils avaient fait imprimer d'une monnaie particulière, que quand vous allez au War Imperial Museum à Londres et que vous regardez les instructions données aux soldats britanniques qui vont arriver en France, on leur dit bien qu'ils arrivent en territoire ennemi, pas en pays ami qui libère, en territoire ennemi, et comment il faut se conduire en territoire ennemi. Et au cas où ça ne vous suffirait pas à vous convaincre, puis-je vous jurer à votre éminente attention que ce n'est qu'en novembre, en octobre ou en novembre, vous vérifierez la date, tiens, ça va vous faire travailler, 44, que les Américains reconnaîtront l'autorité du général de Gaulle. Novembre 44, Paris est libéré depuis août 44, d'accord? On fait mieux en matière de considération d'un ami. Je passe sur les points de détail, mais souvent le diable est dans les détails, que évidemment De Gaulle n'était pas au courant de la date du débarquement ni du lieu, qu'il a appris, Churchill l'a fait rentrer en catastrophe le 4 juin 1944, et il a fait rentrer d'ailleurs le 4 juin parce que le débarquement était prévu pour le 5 juin, avant d'avoir été repoussé compte tenu de la météo. Le choix même du 6 juin étant un choix extrêmement tendu. Voilà. Donc, cette vision irénique des choses ne correspond pas tout à fait à la réalité. Peut-être qu'on en a besoin pour un roman national, mais pour une analyse historique, c'est un petit peu plus nuancé que tout cela. Et donc, sur quoi la nuancer? D'abord, je pense que sur toute la période où avant que la légitimation politique du général de Gaulle, donc ce passage aux politiques que symbolisera Jean Moulin et que certains ne comprendront pas, comme Freinet, voire même comme Brossolette. Enfin, Brossolette, c'est plus compliqué. J'essaierai de vous expliquer en plus nuancé. En tout cas, j'essaierai de vous expliquer cela. Je voudrais m'intéresser, moi, à ce que ça a été que l'action de résister de 1940 à 1942. Ce que André Malraux, toujours pour citer le discours de transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, en décembre 64, que André Malraux appelait un désordre de courage. De Gaulle, dès le 18 juin 1940, De Gaulle est allé à Londres, il a obtenu de Churchill de pouvoir s'exprimer, il s'exprime de façon très claire, très magistrale, tout en complétant son analyse au fur et à mesure que les informations lui parviennent. Et de fait, nous n'avons pas d'enregistrement du discours du 18 juin, nous en avons par contre des enregistrements des deux autres interventions qu'il prononce les jours suivants, et notamment lorsque les conditions d'armistice sont connues, et qu'il en résulte non seulement, pour reprendre sa formule, une capitulation, mais encore un asservissement. Voilà. La thèse, c'est quoi? C'est que les chefs militaires sont responsables parce qu'ils n'ont pas su utiliser les armes et les moyens que le réarmement français enclenché massivement depuis Léon Blum, depuis le Front populaire, confère la thèse de Robert Frank sur le prix du réarmement français pendant le Front populaire, et qui conférait à l'armée française un matériel de très haute précision, de très haute capacité, sauf dans certains secteurs de l'aviation,
et qui eût dû conférer à l'armée française, si les généraux n'avaient pas été prisonniers d'une doxa purement défensive héritée de la Première Guerre mondiale, qui eût dû leur conférer les moyens réels en termes de blindés, notamment de casser la gueule aux Allemands. Alors que c'est l'inverse qui s'est passé. Donc De Gaulle insiste très bien sur le fait que c'est une défaite militaire, que les chefs militaires portent une lourde responsabilité. C'est pour cela même qu'ils vont s'exonérer de cette responsabilité en assassinant la République, confère la vidéo que je vous ai faite sur le vote du 10 juillet 1940. C'est une attitude classique que de faire porter sur un bouc émissaire la responsabilité, même s'il est un principe juridique fondamental que chacun devrait méditer, que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais bon, voilà les choses. Voilà comment les choses se passent. De Gaulle conteste que ce soit une défaite irréductible. C'est une grande défaite. Mais cette guerre est une guerre mondiale. L'irresponsabilité des chefs militaires qui n'ont rien compris, et De Gaulle s'auto-légitime par rapport à ces critiques qu'il avait formulées contre l'appareil militaire, quelle qu'en a été également sa proximité personnelle avec des gens comme Philippe Pétain, avec lesquels il a fini par se fâcher, mais qui vont aussi ouvrir tout un champ de réduction de la perception du général de Gaulle, qui va apparaître donc parfois comme poursuivant des querelles personnelles. Et auprès des Alliés, ça aura son poids. Quoi qu'il en soit, en juin 1940, Churchill comprend l'intérêt qu'il peut avoir à donner la parole à un général dans la perspective de rallier des forces militaires, des ingénieurs, des techniciens, qui soient au-delà d'une milice française en Angleterre. Et surtout, Churchill a en vue, pour continuer le combat alors qu'il est seul face à Hitler, la nécessité de tous ceux qui pourraient contribuer à rallier la marine française. Sa foire, l'opération de Mers-el-Kébir, en juillet 1940, et qui là aussi va entraîner la difficulté pour un certain nombre de Français de travailler avec les Anglais. La flotte anglaise a ouvert le feu, de mon point de vue, à juste titre, vu la situation, sur la flotte française. Bon, ces appels de De Gaulle, ils sont pas entendus en France. Très peu. Très peu de personnes. Il n'en demeure pas moins qu'en France, il y a des gens qui ont envie de dire non. Et ces gens, ils sont mus par une multitude d'analyses, de positionnements opposés, voire irréductibles. La tentation de toute lecture simplificatrice, elle est totalement terrible et inopérante. Vous pouvez avoir par exemple des gens d'extrême droite. Après tout, Daniel Cordier est quelqu'un d'extrême droite. Et ça ne l'empêche pas d'être choisi en toute connaissance de cause par un préfet radical, Jean Moulin, pour être son plus proche appui. Quelqu'un d'extrême droite, anti-Front populaire, anti-républicain, je répète, c'est le cas de Cordier, antisémite, peut ne pas accepter tout simplement le fait de voir des soldats allemands défiler sur les Champs-Élysées. Et en tant que nationaliste intégral, avoir envie de casser du Bosch.
À l'inverse, vous pouvez avoir des gens éminemment républicains qui estiment que l'ampleur de la débâcle doit déboucher nécessairement sur une rénovation, que la démocratie parlementaire a montré ses limites et son impuissance en étant incapable de prévenir la catastrophe, et que donc il faut se rallier pour donner une couleur sociale au nouveau régime qu'incarnera le maréchal Pétain. À moins qu'il me manque quelque chose, c'est bien le cas, par exemple, de syndicalistes, sans même évoquer les politiques, comme Robert Belin, qui était secrétaire général adjoint de la CGT, et qui sera l'un des principaux rédacteurs de la Charte du travail. Donc, toutes les simplifications abusives et a priori, et que l'on aurait tendance de façon anachronique à analyser à l'aune du programme du 15 mars 1944, dont il y a une orientation sociale de gauche évidente, euh, ne peut pas réduire à un a priori idéologique l'action de se battre. Donc les motivations, elles sont multiples, ils sont autant d'individus, autant de motivations. Elles couvrent tout le spectre de politique, depuis l'antifascisme jusqu'au nationalisme intégral. Comment organiser tout cela? Comment organiser? Comment faire se parler et agir ensemble dans des conditions extrêmement difficiles? Parfois, il y a l'inconscience. Parfois, il y a l'inconscience. Moi, je veux dire, et c'est pas de la démagogie, mais je veux dire l'immense respect que j'ai pour vos prédécesseurs, étudiants ou lycéens de Paris, qui le 11 novembre 1940 sont allés manifester à l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu pour simplement chanter le chant de guerre de l'armée du Rhin, devenu l'hymne national, la Marseillaise. Je me contrefous de leur motivation. Je m'en tape, mais un point que vous n'imaginez pas. Je pense d'ailleurs qu'il fallait une bonne dose d'irresponsabilité et d'inconscience. C'est peut-être le privilège de la jeunesse. Quoique. Bon, voilà. Vous avez, en termes intellectuels, des gens, je pense, à tout le réseau qui va créer Témoignages chrétiens et qui résume le sujet, puisque l'éditorial de ce journal, qui est le premier, à ma connaissance en tout cas, à être structurellement un organe qui s'affiche contre l'autorité du nouveau régime, c'est un texte magnifique qui s'intitule France, prends garde à ne pas perdre ton âme. Il n'en demeure pas moins que les églises ont choisi le maréchal Pétain. En juillet 40, le primat des Gaules, le cardinal Gerlier, a cette formule: Pétain c'est la France c'est Pétain. Vous voyez bien les déchirements. Puis il y a aussi des questions beaucoup plus complexes, de gens dont on ne peut pas a priori soupçonner l'antifascisme, mais qui pour des raisons X choisissent non seulement le soutien à la France de Vichy, mais de négocier directement avec les occupants allemands. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est les questions du Parti communiste français,
qui rétrospectivement apparaîtra, et de manière parfois outrancière, comme la principale force résistante à la libération, avec une surévaluation de son rôle parfois, et j'aurai l'occasion d'y revenir pour bien préciser les enjeux, mais également qui occulte toute cette période de 1940. Et pourquoi l'occulte-t-il? Il occulte tout simplement parce qu'il est prisonnier d'une ligne politique qui découle depuis le 22 août 1939 des conséquences du pacte germano-soviétique. Et que c'est parce que l'Union soviétique, pour des raisons que l'on peut justifier et que l'on peut essayer de comprendre, mais ce n'est pas l'objet de mon cours, parce que sinon ça va encore me ramener beaucoup trop loin dans l'analyse, le fait que l'Union soviétique ait choisi une alliance, en tout cas une non-agression, si on veut couper les cheveux en quatre, avec l'Allemagne nazie, pour laisser à Hitler les mains libres dans la guerre et dans l'espoir que cela donnerait à l'Union soviétique le temps de se préparer au cas où Hitler en viendrait à ses fondamentaux, la conquête d'un espace vital en Lebensraum à l'Est et sur la race dégénérée des Slaves, hypothèse à prendre en considération, admettons que ce ne soit qu'un recul stratégique. Mais quoi qu'il en soit, les communistes français se trouvent au premier rang de la contradiction. Leurs parlementaires s'opposent à l'effort de guerre en septembre 1939. Ils sont démis de leurs fonctions, de leur mandat là-dessus. Un certain nombre d'entre eux vont déserter de leur unité, à commencer par Maurice Thorez. Alors évidemment, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, ne pouvant pas être un mauvais Français, il n'a pas pu déserter, donc on l'aurait enlevé. Enfin, les fictions que l'on trouvera dans le journal de l'Humanité sont à pisser de rire sur le sujet. Et politiquement, cette ligne-là est très claire. Quand le journal clandestin L'Humanité, clandestin du fait des conséquences du pacte germano-soviétique et de l'interdiction du PC, quand le journal clandestin L'Humanité titre le 10 mai 1940 Ni Londres ni Berlin abat la guerre impérialiste, excusez-moi, si on dit que la guerre contre Hitler c'est une guerre impérialiste, moi je veux bien que. Je suis prêt à entendre beaucoup de choses, mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il y a des limites. Les offres de collaboration, la définition, les offres de collaboration, disons qu'un soldat allemand reste un travailleur, même des grands mouvements sociaux, je pense à la grève des mineurs rétrospectivement qualifiée de grève patriotique, qui n'est pas une grève patriotique du tout en janvier 1941, c'est une grève sociale organisée par Auguste Lecoeur, l'un des membres du comité central clandestin du Parti communiste, grand animateur des jeunesses communistes dans le Pas-de-Calais. C'est un mouvement social que rétrospectivement, puisque le 22 juin 1941, Hitler attaquera l'Union soviétique, l'on va baliser de grève nationale. Mais sur le moment, non. Et puis, vous avez quand même un certain nombre d'éléments, je m'arrêterai sur l'un d'entre eux, qui est à l'initiative de deux parlementaires communistes, enfin deux responsables importants du Parti communiste et d'un de leurs avocats, Maurice Fréand, Jean Catela et Robert Foisson,
à l'initiative, quand même, du comité central et du bureau clandestin du Parti communiste qui associe Jacques Duclos, Charles Tillon, Auguste Lecoeur et Benoît Frachon, la reparution, la demande de reparution légale du journal L'Humanité auprès des autorités de police allemandes. Alors là aussi, après coup, les communistes, la direction du Parti communiste s'indignera en disant que c'était une initiative isolée. Enfin, isolée quand vous avez deux parlementaires et un des avocats qui n'est pas membre du Parti communiste mais qui gère les affaires du Parti communiste. Voilà, la notion d'initiative isolée et personnelle commence à me courir quelque peu. Et puis après tout, la présence de certaines personnes aux obsèques de Maurice Préan, commencé par Jacques Duclos et Maurice Thorez, 1949, je sais pas, je sais pas. Ou est-ce que vous vous rendez aux obsèques de quelqu'un qui aurait commis une mission aussi abominable que d'aller négocier auprès des nazis la reproduction légale d'un journal communiste de sa propre initiative? Non, si vous y allez, c'est la preuve par l'absurde que ce n'était pas une mission clandestine. Dans cette période-là, où les réseaux se structurent progressivement, où les motivations sont individuelles, on pourrait parler du réseau du musée de l'Homme, on pourrait parler de tas de choses, je n'en ai pas le temps. L'autorité du général de Gaulle n'est pas établie. Et nombreux sont des membres de ces mouvements qui estiment que c'est à eux et à eux seuls que doit revenir la tâche de reconstruire la France à la libération. Et donc, le général de Gaulle, grâce à l'appui de Jean Moulin, alors Jean Moulin n'a pas été le seul à lui faire un panorama de ce qui se passait en France, Jean Moulin a été le seul à lui faire un rapport digne de ce nom en termes administratifs organisés, parce que Jean Moulin était préfet, tout simplement. Et qu'entre des bras cassés et un préfet qui tenait la route, De Gaulle a choisi de s'appuyer sur le préfet qui tenait la route et pas sur les bras cassés. Voilà, c'est dit méchamment, mais c'est dit. Jean Moulin est apparu, et c'est par ce biais-là qu'il va être, au moins autant que son titre de délégué du général de Gaulle, puis après son titre de ministre, mais qui symboliquement serviront par rapport au chef des réseaux de résistance, ce que Daniel Cordier appelle si bien la résistance des chefs, à imposer par l'argument d'autorité. S'il la rend un ministre, il n'est pas l'alter ego de Brossolette. Brossolette peut gueuler comme un putois, s'il veut. Non, voilà. Il n'est pas l'alter ego de Freinet. Il est au-dessus. Voilà, tout simplement ce que ça veut dire. Jean Moulin va donc, à la demande du général de Gaulle, pouvoir dispatcher et utiliser de cette capacité pour asseoir son autorité de l'argent et des armes. Sauf que les armes, on n'en a pas besoin extrêmement immédiatement, enfin, dans l'urgence, puisque l'action militaire n'a évidemment aucun sens politique, pratique, et peut même participer d'une certaine forme d'irresponsabilité. Et donc, c'est très progressivement que ces Français résistants, grâce à Jean Moulin,
vont être donc Jean Moulin qui sera parachuté en janvier 1942 et qui pendant un an et demi, jusqu'à son arrestation le 21 juin 1943, va inlassablement œuvrer à la coordination de tout cela sous l'autorité du général de Gaulle. C'est ça la boussole, c'est ça la ligne cardinale. Lors même qu'au début, les mouvements ne voulaient pas être spoliés de leur combat par le général de Gaulle, qui jouait certes un rôle par son refus, mais lequel refus ne lui donnait pas pour autant autorité pour incarner cette ligne de rénovation. Et donc, au départ, pour donner une consistance, entre guillemets, paramilitaire, par des instructions centralisées, par des armes, par des opérateurs radio. Il y en aura relativement peu, d'ailleurs, parce qu'en plus les Britanniques essayent de contrôler, ce qui est aussi normal, les envois par la France en France, qui sont de toute façon envoyés par des parachutages ou des déposes par avion britannique. La France libre n'a pas d'avion. Bien. Donc, ce jeu d'influence entre 1940-41 et la plus grande partie de l'année 42 tourne autour des enjeux militaires. De Gaulle est un plus pour la résistance et donc reconnaître son autorité est un avantage en termes de budget et en termes d'armement. Et les choses vont changer après, puisqu'à partir de novembre 1942, être reconnu par la résistance va devenir un plus pour De Gaulle par rapport aux Alliés. Voilà le schéma général. Bien évidemment, vous avez quand même des événements d'hyper-importance qui vont se succéder là. Le 22 juin 1941, l'attaque de l'Union soviétique par Adolf Hitler, le plan Barbarossa. Et le basculement là, d'un coup, ça a été d'une sévérité totale, même si sur la période 1940-1941, on peut identifier des communistes résistants, mais certainement pas de résistance communiste. Et ça, n'en déplaise à mes amis communistes, j'ai l'habitude de discussions avec eux où ils réduisent la portée du pacte germano-soviétique à des manœuvres. Il n'y a pas pire sourd que les gens qui ne veulent pas entendre. Là-dessus, je ne sais pas comment faire pour parfois, je parle notamment dans le sud-ouest, dans ceux que je fréquente, leur expliquer clairement les choses. Par définition, ils ont toujours raison. Non, je sais pas, là, ils ont archi tort. Là-dessus, là, vous avez le basculement du Parti communiste. Total. Avec son relais syndical, avec son habitude de la clandestinité, qui tenait d'ailleurs à l'organisation de la Troisième Internationale. Personne ne savait en France qu'il y avait un véritable patron qui doublait Maurice Thorez, Genfried, le grand secret du Parti communiste français, comme l'écrira plus tard Annie Kriegel, puis après la mort d'Annie Kriegel, ça sera repris dans la publication des travaux initiés par Annie Kriegel, par Stéphane Courtois. Donc, quid d'un certain nombre de partis politiques. Léon Blum a demandé à Daniel Mayer de reconstituer un appareil socialiste opposé à la France de Vichy, les comités d'action socialiste,
lui-même est traîné dans la boue, dans l'ignominie du procès de Riom contre les responsables de la défaite que la France de Vichy, alors que, je le répète, ce sont les militaires qui ont été directement responsables de cet anéantissement de la France en 1940, de cette débâcle. Euh, donc, pour s'exonérer, procès contre Blum, Daladier, Mendes France. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un coup d'État permanent pour plagier ce que François Mitterrand dira du général de Gaulle sous la Ve République. Mais ça, nous aurons l'occasion euh, d'y revenir. Donc se pose progressivement, au fur et à mesure, que la guerre se prolonge, que les Britanniques ne capitulent pas. Ça, c'est une donnée fondamentale. 2, que Hitler attaque l'Union soviétique. 3, que 6 mois après, le 7 décembre 1941, le Japon attaque les États-Unis. Et que dans la foulée, le président Roosevelt déclare la guerre aux Allemands, à l'Allemagne, ce qui n'avait rien d'évident. Et qui a été probablement une façon pour Roosevelt d'imposer sa griffe personnelle. Déclarer la guerre au Japon, oui, ça, il n'y avait pas de doute. Pearl Harbor, personne ne va discuter là-dessus. Enfin, j'espère que parmi vous, personne ne va discuter, parce que là, vous allez réussir à me mettre en colère. Mais non. Donc, tout ce climat-là, la guerre devient incertaine, longue, même s'il y a des succès japonais immenses au départ, et qui submergent le Pacifique sans trop de problèmes au départ, même si jusqu'en octobre, voire encore en novembre 1941, il semble que la guerre à l'Est aboutisse, même si c'est un peu plus long et un peu plus dur que prévu, à la chute inéluctable de Moscou. Même si le sort de la guerre ne semble pas avoir été changé, du point de vue là, on sait que c'est une guerre beaucoup plus longue, beaucoup plus dure. Et quid des partis politiques? Quid des structures, des corps intermédiaires de la Troisième République? Est-ce que la prétention qui avait été exprimée de faire une France entièrement nouvelle et que de la résistance devaient sortir les propres forces qui reconstruiraient le pays, ou par rapport à une guerre lourde, dure, où les États-Unis rentrent dans le combat, pour les Américains, comment le général de Gaulle peut-il se rallier sans intégrer les outils par lesquels on caractérise une démocratie, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, à ceux qui comptent dans l'opinion publique française. Surtout que si vous ajoutez à cela l'échec du général de Gaulle auprès de certaines forces de territoire de l'Empire, c'est quand même un petit peu comme cela que les choses se sont passées à l'automne 1940 et que la tentative du général de Gaulle de rallier l'Empire à la cause de la France libre, devenue après France combattante, a été pour le moins limitée. L'échec de l'opération de Dakar, par exemple. Donc, quelques territoires, le Tchad, Félix Éboué, enfin bon, tout cela est connu. La difficulté de rallier les territoires de Syrie et du Liban au Levant, qui étaient des mandats d'autorité française. La tentation va devenir grande pour les Américains et les Britanniques, surtout à partir du moment où ils débarquent en Afrique du Nord et qu'ils récupèrent l'Algérie et le Maroc sans trop de difficultés, et que les combats vers la Tunisie vont être d'une importance décisive par rapport à l'Africa Corps de Rommel en pleine, qui était parti à la conquête dans une gigantesque tenaille vers le Caire et vers les pétroles d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas?
la tentation va devenir grande pour les Alliés de dire que bon, ben, la France, on peut très bien intégrer l'administration de Vichy présente en Afrique du Nord. Et les Américains vont immédiatement avoir plus de considération pour l'amiral Darlan, après tout ministre de Pétain, que pour le général de Gaulle. Et les Américains vont voir d'un bien meilleur œil le ralliement de forces militaires autour de la personnalité du général Giraud, lors même que Giraud est pétainiste, et, voilà, au détriment du général de Gaulle. Donc ces conditions de la guerre qui changent impliquent par définition, et c'est ce que Cordier appelle le tournant politique de la résistance. Jusque-là, c'était un tournant militaire. Créer une force militaire qui permette de façon suffisante à la libération d'être présent pour tenir son rang et apparaître tout naturellement comme devant bénéficier de la reconstruction du pays et de sa libération. La reconnaissance par une résistance française unifiée de l'autorité du général de Gaulle est la condition sine qua non pour que de Gaulle puisse exister auprès des Alliés. Et ça, je le traiterai dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.